Nous pouvons donc continuer sur la partie séminaire de cette réflexion sur les bibliothèques invisibles. Et j'ai l'immense honneur et plaisir d'accueillir à cette table, je crois qu'on peut dire l'un des plus grands écrivains français vivants, Pascal Quignard. Voilà. Qu'il ait à peine besoin de présenter, mais bon, il faut quand même le faire un tout petit peu, mais qui a obtenu le prix Goncourt en 2002 pour Les Ombres errantes. Et je voudrais du reste dire que Pascal Quignard n'est pas le seul prix Goncourt présent dans la salle. Il y en a aussi un autre ou une autre. Une Pascal Rose, en vérité. Mais je termine la parenthèse. Donc nous sommes ici au rendez-vous des prix Goncourt. Il a obtenu aussi le Grand Prix du roman de l'Académie française en 2000 pour Terrasse à Rome. Il y a son tout dernier livre, L'amour, la mer, paru chez Gallimard, là, ces semaines-ci. Mais la bibliographie de Pascal Quignard est immense, innombrable, et vous la connaissez certainement. Au-delà de ces prix, il y en a d'autres. Vous êtes, et je crois c'est assez rarissime, vous êtes l'inventeur de beaucoup de choses, mais en particulier l'inventeur d'un style. Il y a un style Quignard, comme il y eut un style Duras. Et il n'y a pas beaucoup d'écrivains qui peuvent se targuer d'avoir su inventer un style qu'on peut pasticher parfois, hein, certains le font, ou on peut être influencé par ce style et certains limitent. Moi-même, j'ai été influencé, et d'autres... Même soi-même, on peut être influencé. Voilà, c'est le principe même du style. Et il y a même des adjectifs, hein, il y a le quignardien, quignardesque, hein, qui sont forgés pour dire ce style. On peut le dire, je crois, de très peu d'écrivains, qui sont les inventeurs d'un style, pas seulement d'un style en vérité, d'une écriture, d'une manière de penser, d'une forme. Et ça, je crois que là aussi, très peu d'écrivains peuvent le dire. Parce que vous avez une œuvre, j'ai parlé ici de romans, j'ai cité des romans qui ont eu des prix, mais c'est une œuvre, un roman. Les Ombres errantes n'étaient pas un roman, justement, mais c'est une œuvre essentielle pour beaucoup, qui compte aussi énormément pour ses essais, par les petits traités, et puis par ce cycle du Dernier Royaume que vous avez entamé avec Les Ombres errantes. Une œuvre d'essai absolument monumentale, et qui fait de Pascal Quignard à la fois l'un des grands essayistes et l'un des grands penseurs, en vérité, d'aujourd'hui. Avec une attention, et c'est ce qui nous amène à ces bibliothèques invisibles, avec ces œuvres perdues, excusez-moi, je pense au cours de l'an dernier, à ces œuvres perdues, une attention au passé de la littérature, une attention aux œuvres perdues. Vous aviez commencé votre carrière littéraire en traduisant, à la demande de Paul Celan, je crois, l'Alexandra de Lycophron. Et c'est une des premières choses à laquelle j'ai fait allusion quand j'ai fait cours ici. C'est à votre Alexandra que vous aviez traduit. Un texte perdu, en tout cas énigmatique s'il en est, et repris, que vous avez donc remis à l'honneur pour nous. Vous avez une attention aux œuvres perdues, aux civilisations perdues, antiques, à leur conception du monde perdu. Je pense à ce livre aussi qui a beaucoup fait parler de lui, un livre à la fois de pensée et d'image, Le sexe et l'effroi, qui avait eu un très très beau succès, et basé essentiellement sur des peintures de Pompéi. Il y a une mélancolie assez fondamentale, me semble-t-il, dans votre travail, je me trompe peut-être. Et en tout cas, ce qui est clair, c'est qu'il y a tout cela a eu une influence colossale sur beaucoup d'écrivains, beaucoup d'intellectuels, dont je suis. Voilà, donc c'est pourquoi je suis très, très heureux. Et j'avais cité au début de ce cours quelques mots que vous aviez dans les petits traités sur précisément la perte des œuvres. Et donc voilà, je pensais que vous êtes le bienvenu ici pour nous parler, je crois, du perdu. Oui, tout à fait. Je n'ai pas hésité une seconde quand vous m'avez proposé de défendre l'oublié et le perdu. Je vous remercie tous d'être là, c'est très impressionnant. D'autant que c'est en pleine lumière, c'est pas comme au théâtre, vous n'êtes pas dans l'obscurité, ni moi. Ça aurait pu se faire, mais enfin bon, ça n'est pas...
Je vais commencer par un entretien que j'ai eu avec Jordi Savall il y a bien des années. Montse Figueira vivait encore. Par parenthèse, d'ailleurs, on va faire un concert, Jordi Savall et moi, salle Gaveau, le 20 mai, pour fêter ses 80 ans. Je vous le lis parce que ça correspond très bien et ça me permet de le faire parler aussi. C'est moi qui commence cet entretien. Je vais commencer par quelque chose d'un peu long pour expliquer les liens qui, en plus de l'amitié, me portent vers Jordi. Ce qui me touche tellement dans la vie de Jordi Savall, c'est qu'il a le sens d'une continuité dans les âges, d'une confraternité dans le temps des solitaires et des oubliés. Pour quelles raisons les artistes de notre temps ont-ils consacré leur vie à défendre l'oublié ? Pendant des siècles et des siècles, on défendait plutôt les nobles, les puissants, les dieux, les puissants qui nous payaient, et l'art ne se consacrait pas à défendre ce qui était omis, perdu, oublié. Puis il y a eu la Révolution française et ceux qui étaient oubliés ont pris le pouvoir. Et les nations qui en sont nées ont elles-mêmes considéré leur histoire pour essayer de leur trouver une autre orientation que les successions monarchiques ou divines. Plus tard est né le folklore, qui a tourné à l'ethnologie, où les nations elles-mêmes ont tenté d'explorer les peuples qu'elles avaient pourtant massacrés, évincés, contaminés, détruits. Après ce thème historique, révolutionnaire, ethnologique, il y a eu l'archéologie de la langue. Michelet, Augustin Thierry, Mallarmé, Heidegger, Benveniste ont cherché des mots plus anciens, une étymologie remontant jusqu'à un hypothétique indo-européen. Bref, ils ont fouillé une forme d'archaïque qui était oubliée et ils l'ont fait revenir. Plus proche encore de moi, la psychanalyse a essayé de faire revenir le refoulé, ce qui était perdu, n'avait pas d'existence consciente. Enfin, j'arrive à ce qui est pour moi la plus grande fracture, la Seconde Guerre mondiale. Il y a le fait que dans nos propres familles, les disparus nous hélaient, et que par suite, pour ceux qui sont nés après la guerre, pour ceux qui ont poussé leur cri de naissance dans les ruines de la guerre, il y avait l'obligation d'animer une flamme pour des êtres qui n'avaient même pas été enterrés. C'est dans ce mouvement-là que l'œuvre de Jordi Savall, est absolument déterminée, incroyablement fidèle. Que l'on regarde ta discographie, Jordi, que ce soit au Mexique, que ce soit pour le monde juif, pour le monde baroque, cela a toujours été le même mouvement. Dès ta jeunesse, tu as été pris par ce désir de faire revenir de la musique perdue. Tu as été pris par cette passion de lire des manuscrits de musique. Sans toi, Sainte-Colombe ne revenait pas. Jordi Savall. Je ne crois pas. D'autres musiciens se seraient occupés de Sainte-Colombe. La seule différence, c'est que j'ai eu la chance d'être convaincu qu'il fallait faire des disques entiers consacrés à Sainte-Colombe, alors que les autres musiciens mettaient une pièce parmi d'autres. Avant que nous ne commencions à récupérer ces chefs-d'œuvre pour la viole, les gens ne prenaient pas le risque. En ce qui concerne la viole de gambe, j'éprouvais surtout un sentiment d'injustice. Je me souviens qu'au printemps 1965, je séjournais quelques jours à Paris avec les jeunesses musicales d'orchestre. Je me suis blessé, c'était un violoncelliste à l'époque, je me suis blessé au poignet et j'ai dû m'arrêter. J'ai ainsi passé une semaine de liberté à la Bibliothèque nationale. Ma table, chaque jour, se remplissait. Les 5 livres de Marin Marais, les pièces de Couperin, de Sainte-Colombe, de Jean-Baptiste Antoine Forqueray, les anonymes, j'en devenais presque fou. Je tournais les pages et ne cessais de m'exclamer « Les voix humaines, folie d'Espagne, le tombeau de Sainte-Colombe ». C'était une merveille après l'autre. Là, de nouveau, c'est moi qui parle. Dis-moi, est-ce que jouer quelque chose que personne n'a joué avant toi t'attire aussi ? Ou bien est-ce plutôt le fait d'être le sorcier qui fait sonner ce qui ne sonnait plus ? Ou bien encore, est-ce par pur devoir à l'égard de la musique ?
Réponse de Jordi. Je pense que pour un artiste créateur, faire quelque chose qui n'a pas déjà un modèle, c'est une expérience merveilleuse. On doit créer quelque chose dont on ne sait pas comment ça a pu être. C'est vraiment faire naître quelque chose de matériel. Cela t'oblige à des recherches, à tout un travail en profondeur. C'était une idée excitante et c'est grâce à cela que nous avons pu effectuer le passage et quitter une vie professionnelle stable avec le violoncelle après 9 années d'études. J'aurais pu gagner ma vie tout à fait honnêtement. J'ai décidé de recommencer à zéro avec un autre instrument. Déjà, lorsque j'avais décidé de commencer le violoncelle, on m'avait dit que j'étais fou et que ce n'était pas un métier. Lorsque j'ai jeté par-dessus bord 9 années d'études de violoncelle, on m'a dit « c'est sans remède, là, vous êtes définitivement perdu ». Je vais vous lire maintenant l'annonce qu'on peut trouver sur le site internet d'Aline Piboul, merveilleuse virtuose avec qui je travaille, pour notre prochain spectacle intitulé « Ruines ». Il y a des écrivains de la paix, il y a des écrivains de la guerre, il y a des écrivains des ruines. Je suis un écrivain des ruines. J'ai passé mon enfance dans les décombres d'un port entièrement détruit par l'aviation alliée. Il a fallu attendre 7 ans avant que la ville commence à se dresser de nouveau face à la mer. Celui qui commence à vivre dans les ruines est voué à un deuil même s'il n'a pas eu l'expérience de la destruction. Il la ressent sans qu'il la comprenne. Il en reçoit l'impression douloureuse sans qu'il en perçoive la cause déterminée. Il n'a jamais vu de mur d'aplomb. Il n'a jamais vu de quai exploser. Il n'a jamais connu de maison entière. Après, je cite tous les morceaux que nous allons jouer avec Aline Piboul. Là, d'ailleurs, je recommence à partir en tournée avec elle à Nevers dès samedi prochain. Avec Aline Piboul, immense virtuose, je fais exactement la même chose que ce que je faisais avec Jordi il y a 30 ans, pour la musique ancienne, mais maintenant pour la musique contemporaine. Par exemple, dans ce spectacle dont je vous parle, en Boutès, la mère de Debussy, qu'Aline est la seule virtuose au monde à pouvoir jouer intégralement au piano, cela nous permet de faire revenir la mère de Decaux, Abel Decaux, extraordinaire génie qui précède Debussy. Ou bien, dans Ruines, on va faire ressurgir la performance de Budapest de 1992, enfin ça dure en fait 7 ans à Budapest, où Thomas Hadès, à partir d'un thème de Doland, improvisait, puis finalement a écrit une œuvre absolument merveilleuse qui mérite en effet d'être beaucoup plus connue qu'elle ne l'est. Mais ne serait-ce que le choix de Boutès que j'ai fait par rapport à Orphée ou à Ulysse, Boutès, c'est le héros oublié. C'est celui qui accède au chant des sirènes, qui quitte son banc, saute dans la mer, plonge dans la musique et y meurt. Je fais en littérature exactement ce que je fais en musique. Quand je commence à publier en 1968, j'édite pour la première fois les œuvres complètes, poèmes et prose de Maurice Sèvres au Mercure de France. Aussitôt après, Paul Celan me commande Alexandra de Lycophron parce qu'il a lu Rudulme, la traduction de Calixte Raché préfacée par Mallarmé. C'est un tout petit livre. En fait, ce n'est pas une traduction, c'est très bien d'ailleurs. C'est 30 pages, un petit livre vert. Vous l'avez peut-être vu, ce petit livre. Et Paul Celan voulait en savoir plus sur... et comme moi, je suis très attaché à Mallarmé, de toute façon, ça n'a pas posé de problème. Puis, j'ai consacré un livre à Porcius Latron, puis au romancier romain Albucius. J'ai édité les œuvres de Sénèque le Père chez Aubier, je préface et réédite Jacques Esprit, je continue encore avec les œuvres censurées de Marie Morel, de Jean Rustin. Voilà la partition
avec laquelle je travaille. C'est la partition de musique sur laquelle je parle avec Aline Piboul. Je vais juste vous montrer une petite chose parce que ça compte énormément pour moi. J'ai mis là le plongeur de Paestum que tout le monde connaît, parce que j'ai associé dans mon imaginaire la figure de Boutès à celle du plongeur. Mais derrière, et dans tout ce que je fais, c'est la même chose, il y a une crypte. Et là, j'ai écrit ce texte où je parle d'une barque perdue. Et malheureusement, cette épidémie qui a eu lieu a fait que mon petit frère est mort en mars 2020. Et bien sûr, à la suite de ce deuil, j'ai cherché dans des photos et j'ai retrouvé une photo où j'étais avec lui, avec cette petite barque à la main. Donc il y a toujours quelque chose de crypté, toujours en plus de perdu dans les œuvres. C'est pour ça que je vous montre cette petite image. En fait, si vous voulez, moi, il n'y a qu'une théorie littéraire, pardonnez-moi, à part la vôtre. Il n'y a qu'une théorie littéraire qui a compté pour moi et qui compte, c'est Léo Strauss, c'est l'art d'écrire comme dans la persécution, c'est la cryptographie littéraire. Là, je vais vous lire un texte qui ne paraîtra jamais parce qu'il est trop argumenté, mais qui concerne ce sujet et que j'ai retiré d'un des volumes de Dernier Royaume. Sur l'objet cache-mort. J'ai retrouvé cette petite barque d'enfant que j'évoque dans Boutès le jeudi 11 mars 2021, alors que je me trouvais rue Manin. Derrière moi, mon petit frère mort, Noël, et ses petits doigts de pied délicieux en éventail, photo prise au mois d'août 1951 sur la plage de la Birochère. Nous portions des grandes culottes de bain en laine. Il a 1 an et demi, j'en ai 3. Je tends au bout de ma main une barque en bois au bord de l'eau. J'entends l'eau. J'entends tout à coup la pulsion qui bat ces 2 temps induits par le 3e temps plus ancien, la battue, le battement du cœur disparu post-partum de la mer, de 2 temps puis 4, à la suite de l'éruption du temps pulmonaire qui s'introduit dans le monde du cœur, du temps cardiaque du cœur. Tels sont les temps de la musique. Il faut que j'ajoute que mon petit frère était violoncelliste. Hésiode, au vers 648 dans les Travaux et les Jours, écrit ou dit « La mer retentissante indique la mesure. Thalassa polyfluctuante donne le temps. » J'en arrive à la question, y a-t-il un objet cache-mort ? L'objet introuvable renvoie à la perte définitive du premier monde. Il désigne le placenta, peut-être. Il fait signe au corps-mère de la mer à l'intérieur de la mer. 2 fois arrive la mort. Vous voyez pourquoi j'ai écarté ce texte de mes livres, parce qu'il est trop argumenté. Au moment de la naissance, le corps est expulsé avec une telle violence dans le jour. Le corps expulsé, dans la pulsion de l'expulsion, constitue l'objet perdu. Le corps naissant perd une poche, une grotte, un abri, il perd l'autre sexe, il perd la fusion avec le corps d'une mère. Ces disparitions, aussi confuses qu'irréversibles, forment l'unique destin jusqu'au dernier jour. Confuse parce qu'ayant été fusionnante. De la même façon, chez les saumons, la frayère est le but. Chez les tortues, la plage. Chez les requins, le corail. Chez les oiseaux, le nid migratoire. L'origine est le but. Au moment de l'expire, même au combat, même sur la frontière, on murmure ce nom de mer, même dans le naufrage. Même seul, on n'est pas seul, même seul, on elle. Même seul, dans le rêve, on voit cette chose insaisissable, cette relique qui se fait fétiche, qu'on recherche partout, songe après songe, année après année, à la limite des vagues. Les rêves ne cessent pas de se mettre en quête d'un objet qui est égaré.
On le voit, en vérité, dans le songe, au lieu où il n'est pas. Cette place qui manque est déjà celle de la lettre au fond de l'âme. Petite barque qu'on imagine miraculeusement ramenée par la mer, choyée par la marée. L'objet qu'on réclame partout, battant la campagne, le chardon, la criste marine, la grève, les buissons, fouillant les roches, sondant les baïnes, l'objet partout perdu dans l'angoisse soudaine, les clés, les lunettes, l'objet introuvable, ma montre, le portable, la bague. Le souvenir n'est souvent qu'un écran à la place du vide. L'émotion est tellement plus belle que le souvenir. Il ne faut aimer que l'écran, peut-être. Il est comme les œuvres sont elles-mêmes aussi un peu. Pourtant, les œuvres sont plus proches de la quête du songe. Toute intrigue est une quête. Jason arme Argo vers la toison d'or. Ulysse ne cherche que le retour lui-même qu'il appelle nostos. Si l'apparaître cache le disparaître, l'apparence est mieux que la disparence. L'écran cache le vide, derrière l'écran se trouve la mort. Le livre peut être un corps qui guette sa vie. L'appel sans adresse est celui de la mer avant que s'invente au fond d'elle le vivant. La barque perdue dans le songe. Je sais que j'ai été étonné de retrouver l'image. D'ailleurs, cette barque perdue dans le songe, elle était plutôt elliptique. Elle n'avait pas la forme de la réalité. Boutès meurt dans la mer. Nitar meurt dans la mer. Un jour, on m'appelle au téléphone. On vient de retrouver le squelette de Nitar. Aussitôt, je dis oui. Il s'agit d'enterrer le squelette de Nitar. Je vais à Saint-Riquier. Je suis seul avec une buse. Je prends une buse parce que chez les Carolingiens, si j'avais trouvé un faucon, j'aurais pris un faucon. J'aime les oiseaux, j'aime les animaux, Bon, bref, une buse. Et Luc Péton, un danseur, lui, tout nu dans un linge mouillé, doit jouer le rôle, comment dire, du prince, du petit-fils de Charlemagne mourant sur la grève. Pourquoi et Nitar, vous voyez très bien qui c'est celui qui a écrit le premier, le français, tout premier. On sait la date et l'heure, le vendredi 14 février 842 sur le bord de l'Isle, près de Strasbourg, lors de la prestation des serments dans les 3 langues. Magnifique manuscrit qui est conservé à la BNF. Jamais je n'ai vu des Carolines plus belles que celle de ce manuscrit. Mais pourquoi ai-je aussi peu hésité? Bien sûr, ça m'émeut, bien sûr, un oublié, aussitôt on fonce, on va faire la performance. Mais c'est tout simplement parce que c'est la même chose que là, parce que dans le cimetière de l'abbaye de Saint-Riquier se trouve la tombe de mon grand-père. Et j'étais donc, non seulement avant d'être dans l'abbaye, je suis allé saluer la tombe de mon grand-père. Le texte que je vais vous lire maintenant, quelle heure il est? Oui, c'est bien. J'ai le temps, rien. Le texte que je vais vous lire maintenant, lui, il paraîtra dans le tome 12 du Dernier Royaume, qui s'intitulera « Les heures ». Il se trouvera à peu près au milieu du livre, qui n'est pas encore complètement constitué. Et je l'ai intitulé « Jean Bruno ». En vérité, vous le connaissez tous, parce que c'est l'érudit qui a édité les correspondances de Flaubert en Pléiade. Jean Bruno. Mon oncle si maigre, quand il fut de retour du camp de Dachau, Dachau, je ne sais pas comment il faut dire,
le temps qu'il lui fallut pour être de retour dans le temps, les années-lumière qu'il lui fallut pour revenir. Mon oncle si maigre qui m'a sauvé de mon enfance, mon oncle si maigre, si beau, beau comme un ange d'annonciation, qui se reposait dans le fauteuil crapaud à l'angle du piano droit et blond de ma grand-mère, qui têtait avec tant de plaisir le bout de sa cigarette retrouvée, les yeux si bleus, les lunettes de fer si rondes, la tête enveloppée d'une âme de la fumée de ses volutes, des étranges vrilles de lumière, de son effilochement sur le bois à cajou de l'érard et sur les partitions ouvertes. Mon jeune oncle qui dévorait tout le jour, qui ne cessait de sortir des poches de son veston des rouleaux de Zan avec une perle au milieu, des chewing-gums roses enveloppés dans des photos de footballeurs, des boules de gomme, des bois de réglisse marron pleins de poussière, des gauloises bleues, des petites boîtes d'allumettes italiennes cartonnées dont j'avais le droit d'arracher le lambeau et d'allumer en les frottant très fort avec le gras du doigt. J'apportais la flamme au bord de ses lèvres. Quand les déportés rentrèrent des camps, rentrèrent-ils ? D'où venaient-ils ? Où allaient-ils ? Dans quelle époque vivaient-ils ? Vivaient-ils encore vraiment ? On les regardait. Quand on les regardait, on souffrait de les voir. C'était du temps ineffaçable qu'on avait sous les yeux et qui avait certainement quelque chose de la mort, mais ils vivaient. Du moins vivaient-ils un peu encore. On ne pouvait manquer de leur reprocher d'avoir souffert ce qu'ils avaient souffert sans mourir. Eux-mêmes se le reprochaient au regard de tous ceux qu'ils avaient laissés dans l'autre monde. On leur reprochait d'être restés en vie pareil à des souvenirs inassimilables de ce qu'on aurait préféré au maître de l'histoire. Les Icabouchas, les pestiférés. Leur présence, cette incarnation qui se voit dans la peinture de Rustin où je retrouvais soudain mon oncle Jean tentant de renaître, faisant effort si difficilement, si longtemps pour renaître, quand il revint du camp de Dachau, silencieux, sous le lampadaire, sous les petites franges, à l'angle du piano. Les Icabouchas, ce sont ceux qui ont survécu à la bombe atomique à Nagasaki. J'ai fêté ma soirée jubilaire, invitée par mes éditeurs japonais, à Nagasaki, précisément. J'ai voulu jouer pour eux. Vous voyez, c'est dédié, l'oublier est toujours dédié. D'ailleurs, j'ai joué sur un magnifique, jamais j'ai vu un piano aussi sublime, un Bechstein qui datait d'avant la bombe, qui avait un son qu'aucun Yamaha avec lequel ne peut rivaliser. Mon oncle si maigre, si efflanqué, si émacié, si élégant, qui parvint à m'enseigner à manger de nouveau, à parler de nouveau, rue Marier-Davy où ma grand-mère m'avait recueilli, comme il perturbait le présent. Comme cette perturbation du présent, ma grand-mère, mon oncle terrifié, affamé, me protégeait. Leur survie difficile, qui avait quelque chose d'impossible, rendait à la fois incapable de vivre et comme étourdi de vivre, affolé d'avoir à revivre. Ils n'étaient pas comme Ulysse, ils n'étaient pas comme des marins qui reviennent à leur port d'attache. Ils n'étaient pas comme des souvenirs qui se refondent à leur source, qui récupèrent une place perdue, revenant d'un irréalisable revenir. Ce n'était pas un nostos, c'était un déchirement. À l'intérieur de la déchirure de ce déchirement, c'était une nouvelle ère première, une toute neuve lumière décisive
quant à l'illusion de l'espèce, légende et utopie, quant à la ruine vertigineuse de l'humanisme, foi et progrès, quant à la transmission séculaire des valeurs du passé, langue morte, peuplade perdue, quant à la tradition de l'expérience humaine et à l'éducation des habitudes de séjourner dans le site, bombe nucléaire, nature en train d'être totalement détruite. En ce moment, au Japon, paraît de moi, je publie à l'étranger des livres qui ne paraissent pas ici. Parce que comme j'écris un petit peu trop, je disperse un petit peu. En ce moment, au Japon, paraît de moi un livre qui s'appelle « Le Havre Nagasaki ». C'est au moment de la destruction de Fukushima que je me suis lancé dans le Buto. Le Buto, certains d'entre vous le connaissent, mais peut-être pas tous, c'est une des rares danses qui était inventée après la Seconde Guerre, lors de l'occupation américaine au Japon, qui se jouait dans les caves. Il était interdit d'évoquer les bombes. Les Américains refusaient qu'il soit question des bombes dans la population japonaise. Et qui se jouait dans les caves, et précisément par anti-américanisme, il s'agissait de ne pas pouvoir se soulever complètement. Comme les Japonais se sentaient méprisés pour avoir les jambes un peu arquées de ceux qui mangent, sur le sol, ils ont essayé de faire une danse nue, tout nu, dans la poussière du sol ou des caves, cherchant à s'élever, à se redresser, comme une espèce de naissance, de renaissance, mais pas de la renaissance italienne que nous avons connue en Europe, de renaissance impossible. Et ils ont appelé ça Ankoku Buto, c'est-à-dire danse des ténèbres. Donc je me suis mis à faire une tournée entière avec la seule femme qui appartenait au groupe d'origine de Hijikata, qui était Madame Ikeda Carlotta. Ça a été, jusqu'à sa mort, ça a été tout à fait une expérience pour moi de... Si vous voulez, par moments, c'était une danse, et ça durait dans ce cas-là, dans le noir, ça durait dans ce cas-là 50 minutes. Et soudain, c'était une transe. Elle tombait, elle roulait par terre, elle se dénudait. Et dans ce cas-là, ça pouvait durer 1h20. C'était très... Et elle jouait, j'étais dos au public, elle jouait avec moi, qui devait rester totalement immobile. C'était d'ailleurs, pardonnez-moi, moins fatigant que pour elle, mais fatigant quand même. À sa mort, la dernière danse que nous avons faite, c'est précisément dans ce port détruit du Havre que nous l'avons dansé. À sa mort, les amis, bien sûr, le régisseur, le musicien, celui qui s'occupait des lumières, m'ont demandé de parler sur YouTube pour rendre hommage à cette figure immense de Carlotta. Vous avez parlé tout à l'heure de mon amie Marguerite Duras, mais Carlotta Ikeda était une petite Marguerite Duras, aussi déterminée, aussi violente que pouvait l'être Marguerite. Et aussi énergique, parce que Marguerite Duras avait une énergie rare, très rare. Et je ne sais pas ce qui m'a pris, j'ai parlé d'oiseaux. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai fait ces performances de ténèbres, mais avec des oiseaux. Je voulais ajouter à l'idée de performance que vous connaissez tous, qui est, comment dire, l'expérience unique, qu'on ne peut pas répéter, une donnée qui était très importante pour moi, qui est l'imprévisible.
savez, ce qui est terrible, qui n'est pas intéressant d'ailleurs dans le travail de l'écrivain, c'est qu'il ne peut pas être spontané. Il retravaille ce qu'il écrit, il reprend, c'est un plaisir fou d'ailleurs de reprendre et de recorriger, de recommencer sans cesse ce qu'on fait. Mais on ne peut pas, dans la psychanalyse par exemple, on peut dire un peu tout n'importe quoi dans l'instant où on le dit. Il y a une sorte de vérité là, imprévisible de l'événement. Dans une œuvre littéraire, on la retravaille tellement que quelque chose là est toujours perd une dimension dont je voulais retrouver. Ajoute cette donne au théâtre, non seulement du vivant, du direct, mais de l'imprévisible. Alors j'ai cherché, et c'est pas difficile, il suffisait d'arriver, comment dire, dans le noir, sur une scène avec des oiseaux. On ne sait absolument pas ce que va faire la chouette. On ne sait absolument pas ce que va faire le corbeau. Et c'est ça qui m'a lancé dans cette... Mais ce sont des perdus pour moi, vous voyez ce que je veux dire? Ce sont des fêtés Nithard en 842 avec une buse, et lui donner une petite souris vivante. Il y a là un court-circuit temporel qui est quelque chose qui me... Vous allez voir pourquoi j'évoque ce thème, pour parler du perdu. Un moment, à peu près à mi-parcours du spectacle, en plus, je peux vous dire que, comme vous l'êtes vous-même, vous ne pouvez pas savoir, lorsqu'il y a des oiseaux sur scène, le silence et la bienveillance du public. Ils sont parfaitement... Avec aussi un peu de la crainte qu'ils ne viennent s'accrocher, ce qui arrive assez souvent, à vos genoux ou sur votre épaule. Un moment, avec la corneille, on est tous les deux à quatre pattes, non, moi à quatre pattes, la corneille sur ces sortes de petites pattes, et on cherchait des graines dans le noir, comme ça, avec une lumière rasante. Et je disais, bien sûr, petit poussé, autant je trace ton chemin, autant tu le dévores. Et il venait me prendre une petite graine. Bon. On jouait, autant je trace ton chemin, autant tu le dévores. Alors la corneille voltait sur moi, se posait sur mon dos, sur mon crâne, marchait à côté de moi. Le perdu, c'est la maison perdue. J'aurais voulu quelque chose d'imprévisible, si vous voulez bien. Je vais continuer sans ça. J'ai encore un peu de temps, oui. Non? Vous avez dit à quelle heure? Vous m'avez dit... Si? Non. 17h30, 18h30? Non, il faut laisser parler les gens, peut-être. Non, on a commencé à 17h40. Mais tout le monde est fasciné. Donc non, écoutez, juste, je pose ma question parce que je ne suis pas capable de le faire. J'aurais voulu quelque chose d'un peu imprévisible. C'est si quelqu'un ici était très doué avec son téléphone portable, il aurait cherché dans son téléphone portable le mot de Freud. Et au mot de Freud, il aurait cherché « voix de Freud ». Essayez qu'il y en ait quelques-uns qui le tentent. Et là, vous auriez entendu le seul enregistrement qui reste de Freud, qui est extraordinairement émouvant, qu'il a fait à Londres quand il a été reparti avec la... Ich bin Sigmund Freud. J'ai perdu ma maison, dit-il. Là, on est au cœur du perdu quand il arrive comme ça en Angleterre. Quelqu'un a-t-il trouvé ce... Oh, que c'est dommage. Bon, là, maintenant, je me laisse... C'est bien, on s'arrête maintenant, peut-être. Voilà, alors, oui, vous pouvez venir. On est sauvé. On a le seul enregistrement de Freud. Il y a tous les Freud, bravo.
I started my professional activity as a neurologist, trying to bring relief to my neurotic patients. Under the influence of an older friend, and while my Vous own voudriez en français? I Ah, die Stimme von Freud. Il dit des choses très bien en anglais, mais la seule phrase allemande, elle est celle-là que je voudrais juste. J'ai perdu ma maison. Et d'ailleurs, moi non plus. Je pense que... Ah, Enfin, on a Il dit une chose curieuse, d'ailleurs, il ne dit pas, comme on dit, alors que la princesse Bonaparte a eu beaucoup de difficultés à le faire revenir et que ses sœurs vont disparaître dans les camps. Il dit les Allemands ont pris mon pays. Et enfin, l'histoire de l'Autriche n'est pas exactement celle-là. Voilà, cher ami. Merci infiniment pour cette fascinante intervention avec la performance finale des voix de Freud, quand même, que nous avons entendu comme une sorte de concert. J'y ai entendu aussi un autre perdu, c'est qu'apparemment, lorsqu'on cherche voix de Freud sur Internet, mais je ferai l'essai tout à l'heure, on tombe sur la voix anglaise, Freud parlant en anglais, et l'allemand, on ne l'entend pas tout de suite. Il y a aussi des langues, je ne peux dire que l'allemand soit une langue perdue, mais il y a des langues dominantes qui font qu'au bout du compte, d'autres langues moins dominantes s'entendent moins, et c'est un peu triste aussi. Est-ce que c'est un thème qui vous... C'est fascinant que quand on cherche voix de Freud, c'est pas Freud parlant allemand qu'on trouve, mais Freud parlant en anglais, d'abord. J'ai vécu avec des gens qui parlaient toutes les langues. Je connais d'ailleurs, j'ai une amie japonaise qui, lorsqu'elle reste 15 jours dans un pays, connaît la langue. Et moi, je suis épouvantablement monolingue. Je peux traduire les langues mortes, oui, un peu. Mais comme vous l'avez fait à l'instant avec quelqu'un de Cluny, je crois. Mais je ne peux pas, oui, je suis monolingue. Donc je suis en grande admiration sur ceux qui parlent plusieurs langues, mais mon champ spécifique est voué au français. Mais au moins latiniste et helléniste, quand même. Ben, le français, c'est ça, c'est du latin et du grec un peu transformé. Je pensais à... Alors, d'abord, je pense qu'il faudrait, pour le public, parce que j'étais quasiment le seul, je crois, à voir l'intérieur de votre dossier avec la photographie. Donc, si vous pouviez montrer peut-être au public la photographie avec le paestum et puis voilà, juste... Non, ça, c'est des partitions sur lesquelles je parle. Là, j'ai une petite... bien montrer à tous les... paestum. En mettant verticalement pour que les gens voient. Et là, c'est moi et mon petit frère. Mettez verticalement, voilà, comme ça, ce sera vu. Voilà, au moins, les gens auront le sentiment d'avoir vu. Voilà. J'ai été très, très ému par beaucoup de choses que vous avez dites, le rapport à Nittard. Je rappelle aussi le très beau livre qui est paru il y a quelques années, pas très longtemps, de Bernard Sacchini sur Nittard et les serments de Strasbourg. C'est tout à fait fascinant. Il était présent lors de cette performance. C'est assez important là-dedans. Et nous avons enseigné ensemble à Vincennes dans les années du temps de Vincennes. Ah, d'accord. Que d'histoire. J'ai eu une émotion un peu comparable. Je ne sais pas si vous connaissez cet objet qui se trouve, je crois, dans un musée de Berlin, sur la Museum Insel. Il y a un tesson de poterie qui contient les premiers mots qu'on n'ait jamais conservés en latin. C'est un tesson donc, qui date, alors là je vais dire n'importe quoi, 6e siècle, disons, avant notre ère, ou 7e siècle, ou peut-être 5e, enfin, il faudra revoir. Mais c'est extrêmement émouvant de penser qu'on a là les premiers témoignages conservés du latin
d'où vient notre français. Il y a un côté assez incroyable. Et ce qui est très fascinant, c'est que les langues arrivent d'un coup. Comme d'ailleurs chez les enfants, lorsque ça commence à prendre, vers 18 mois ou vers 24 mois, lorsque le langage commence à prendre, ils viennent très très rapidement. Les systèmes linguistiques qui ne sont pas, comment dire, volontaires. Cependant, leur surgissement mystérieux dans la gorge des hommes prend place très vite. C'est l'un des arguments platoniciens pour la réminiscence, à savoir que les choses Oh, étaient déjà... je ne sais pas. Mais les neuroscientifiques disent que voilà, je ne crois pas que le fond de l'univers ait quelque chose à voir avec les langues, ni avec les mathématiques non plus. On cherche une ressemblance qui n'y est peut-être pas. Ce qui m'a beaucoup intéressé aussi, alors, et je partage avec vous votre admiration et votre recours à Léo Strauss. Et à cet article de Léo Strauss, The Art of Writing in Time of Persecution, donc l'art d'écrire au temps de la persécution, qui est un article, je pense que c'est l'un des textes que je cite le plus souvent, d'une manière ou d'une autre, parce que je le trouve très, très fort. Mais ça m'a quand même un peu étonné, enfin, à moitié en tout cas, que vous y ayez fait allusion, parce qu'il est question pour Léo Strauss d'écrire au temps de persécution. De quelle persécution souffrez-vous? Non. Le fond du travail, pour ce que j'admire follement chez lui, c'est le fait de crypter. Il travaille sur Spinoza. Il travaille un des textes les plus cryptés et les plus beaux de notre histoire politique. C'est certainement Étienne de la Boétie à Sarlat, ce texte que Montaigne n'a même pas eu le courage de publier et qui pourtant est extrêmement crypté. C'est la conduite maranique, si vous voulez, qui m'intéresse. Je crois que toutes les œuvres, une des œuvres les plus merveilleuses et les plus cryptées, je ne parle pas de Paul Celan, bien sûr, mais c'est Mallarmé, qui est une cryptographie merveilleuse. Mais je crois comment dire, croire qu'on peut dire directement les choses, ou dire la vérité, ou être sincère, c'est ça l'illusion. Il faut passer par quelque chose de l'ordre très crypté pour pouvoir que quelque chose surgisse qui n'a pas été, comment dire, préconçu ou volontairement dessiné. C'est pour ça que l'œuvre de Strauss compte tellement pour moi. Si vous prenez dès le premier texte, vous parliez du premier, ça tombe bien, le premier texte d'un écrivain en langue grecque a été déposé dans le temple d'Éphèse, et c'est celui d'Héraclite. Aussitôt, il est passé par quelque chose de crypté. Et d'ailleurs, pour citer l'un des fragments, Fusis cryptestai philei, la nature, voilà, la pulsion, aime se crypter. Voilà ce que je trouve très important dans l'œuvre de Léo Strauss. Et Héraclite, qui est à peu près plus ou moins le premier exemple que l'on ait de prose en grec, en vérité. Et avec aussi cet autre fragment d'Héraclite, du dieu qui ne dit pas les choses directement, mais qui les désigne, qui les sémainei. Sémainei. Voilà. Alors comment vous traduisez ça? Les signifie. Ça c'est la traduction. La traduction de Mais non, faire signe, c'est pas signifier. Non. Moi je dirais faire. Il fait signe vers les choses. Je suis frappé aussi. Je me demandais en fait ce rapport que vous avez au perdu et au caché. Le perdu, le caché. Il y a deux choses que j'ai entendues dans ce que vous avez dit, à savoir que d'une part, il y a une expérience personnelle qui est une expérience historique, qui est l'expérience de votre enfance près du Havre, ville en ruine, et donc qui renvoie à une expérience historique, à un contexte historique. On pense à tout ce qui s'est écrit en Allemagne à la même époque, la Trümmer Literatur, la littérature des ruines, sur une Allemagne qui était aussi en ruine. Mais il y a aussi le renvoi, quand vous parlez de Strauss, Léo Strauss, je veux dire, et de Mallarmé, le renvoi à quelque chose qui serait une sorte de permanence quand même
d'un discours poétique qui serait un discours toujours de l'occulte, des choses ne pourraient pas être dites directement. Est-ce que ça, ce qui renverrait au-delà d'une contextualisation historique, renverrait à quelque chose de beaucoup plus dans la permanence, à une grande tradition orphique? Orphée, celui qui fait revenir, essaie de faire en tout cas revenir une femme perdue. Est-ce que c'est ça qui... est-ce que le nom d'Orphée est quelque chose qui vous... qui, au-delà du contexte historique auquel vous rattacheriez volontiers, ou c'est compliqué. Orphée est une très belle, très belle. Là, vous prenez Orphée dans l'image qu'on a donnée Ovide et qu'on a donnée ensuite Virgile, ou l'inverse, je veux dire, Virgile puis Ovide. Dans le monde japonais, Orphée descend aux enfers, voit le visage d'Eurydice, voit les vers qui tombent de son nez, voit ses yeux qui se défont, jette, alors là c'est assez mystérieux, je ne sais pas, une pêche ou quelque chose comme ça, et amoncelle des rochers pour qu'elles ne remontent pas des enfers. Il y a beaucoup de légendes d'Orphée, plus ou moins. C'est plus ou moins. En fait, si vous voulez, moi, le thème qui me travaille le plus, c'est l'image qui manque, c'est ce perdu-là. Nous ne sommes pas à notre origine, quelque chose manque sans cesse, et c'est ça qui fait naître le rêve. Et le rêve arrive avec ces images qui sont toutes des écrans, quelque chose qui crypte déjà, avant même, chez les oiseaux, chez les mammifères, avant même l'humanité. La naissance de l'onirique, quelque chose qui pour moi me fascina plus que tout. Mais dans les rêves, ce qui a dû d'ailleurs effrayer, comment dire, les hommes les plus anciens, c'est le retour des morts qui rend les rêves tellement bouleversants, tellement bouleversants. Et bon, ce qui est très beau aussi, c'est ce que vous avez dit sur les oiseaux et la façon dont vous employez les oiseaux dans le spectacle pour l'imprévisible. On pense aussi à Mallarmé, le hasard, hein, le coup de dés, le rapport au buteau. J'aimerais, une fois n'est pas coutume, peut-être il y a peut-être le temps pour donner la parole au public pour une ou deux questions que voilà, donc que je peux relayer. Donc si le public souhaite poser une question à Pascal Quignard, ce serait avec grand plaisir. Sinon, je continue avec une question. Alors, c'est le rapport au Japon qui aussi m'interpelle aussi. C'est fou en vous écoutant combien je partage de choses, mais je le savais déjà, mais c'est la raison pour laquelle je vous ai invité. Le rapport au Japon, est-ce que c'est pour vous une sorte d'autre... C'est un peu comme ça que je l'ai vécu. J'ai vécu 2 ans au Japon, à Kyoto, et on a un peu le sentiment, au Japon, de vivre dans une autre antiquité, parce qu'il y a certaines pratiques religieuses, culturelles, liées en particulier au shintoïsme, qui sont très étonnantes, qu'on peut rapprocher de la religion romaine, antique, je veux dire, etc. Est-ce que c'est comme ça que j'ai vécu le Japon, comme une sorte d'autre antiquité. Est-ce que c'est quelque chose que vous ressentez aussi, ou c'est différent? Le mot que vous venez d'employer, romaine, est quelque chose que j'ai ressenti tout de suite. Je pense que ça tient au fait que Rome ne s'est jamais cru originaire. Le Japon, c'est un peu plus difficile. Rome, c'est toujours su la fille de la Grèce. Et le Japon, par rapport à la Chine, c'est semblable. Et ce sont donc oui, c'est comme nous-mêmes qui, comment dire, venons d'autres personnes que nous-mêmes qui ne sommes pas notre source. Rome et l'Italie, que j'aime infiniment, et le Japon, que j'aime infiniment, sont dans une situation un peu semblable. Je pense que c'est ça qui vous attire aussi, peut-être.
effectivement, il y a ce rapport de secondarité du Japon par rapport à la Chine qui est tout à fait fascinant et qui a un parallèle avec l'Occident. Peut-être une dernière chose quand même, avant de terminer. Vous y avez fait allusion assez vite, et j'ai fait allusion aussi quand vous avez traduit Alexandra, c'est votre travail d'éditeur, en fait, de textes perdus, de Sénèque le rhéteur, Albusius, enfin, c'est un travail, le travail de philologue, ou du moins de passeur. C'est un travail qui vous semble inséparable de votre vocation d'écrivain, ou c'est une libération comment... Évidemment, on voit que ça alimente de l'intérieur, comme dans les tablettes de but d'Aphronénia Avicia. Là, on voit bien qu'il y a une sorte de, dans la fiction, de reprise de choses que vous avez faites en tant qu'éditeur. Mais c'est quelque chose... Comment vous voyez ce lien? Le mot reprise est très juste. Moi, je ne peux pas faire de différence entre traduire, lire et écrire. C'est la même chose. C'est la même chose. Il m'est arrivé aussi d'avoir besoin, par exemple, lorsque j'ai publié Albusius, c'est là où j'ai fait rééditer Sénèque le Père, parce qu'on ne me croit pas, on croit que j'invente toujours tout. Donc il faut apporter des preuves aussi qu'il y a quand même, bien sûr qu'il y a du faux dans ce que je fais, mais qu'il y a quand même toujours, j'ai besoin qu'il y ait un peu de vrai dans ce que je fais aussi. Oui, il y a un peu de faux, et je pense que beaucoup se sont pris aux tablettes de but d'Aphronénia Avicia sans se rendre compte qu'il y avait du Seishonagon dans cette écrivaine latine. Mais même, vous savez, de façon très violente, je me souviens d'un critique qui était connu à l'époque, qui s'appelait Pierre Ciprio, je ne sais pas si vous vous souvenez de ce nom. Vous pouvez entendre toujours son... je me suis fait, comment dire, il n'a pas du tout admis que ce soit faux, il savait bien que c'était vrai. Je me suis fait presque insulter en disant non, c'est un roman. Non, mais non, c'est vrai, c'est un vrai carnet que vous avez. C'est très curieux quand les gens se mettent à croire plus fort que vous à la chose fausse. Les gens avaient pensé la même chose face aux chansons de Bilitis de Pierre Louis, dont voilà, Evangelia Stadici, sur laquelle elle a beaucoup écrit. Écoutez, je voudrais vous remercier très chaleureusement. Merci.